bien, nous allons continuer donc cette demi-journée du WIF deuxième édition. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à des aspects qui sont peut-être un peu plus des conséquences et essayer de regarder la dualité, je dirais, entre l'apport, la solidarité effectivement que peuvent présenter l'utilisation de toutes ces technologies numériques et aussi leur impact, et notamment leur impact environnemental. Et peut-être que ce sera l'idée de remettre en place un certain nombre de vérités peut-être et d'objectiver certaines choses. Paul-François Cattier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Écoutez, avec plaisir. Je vais peut-être commencer par le boom des données de cette transition numérique. Donc, je vous laisse regarder les chiffres sur cette slide, mais pour bien vous faire comprendre que la montée en puissance de cette transition numérique, elle est perceptible par tous. Que vous soyez une personne âgée dans une commune rurale, que vous soyez un expert informatique à Paris, que vous soyez un habitant d'un village africain, elle est perceptible par tous. Donc, elle change de façon drastique nos usages. Donc, notre accès à la connaissance, notre façon de communiquer, nos démarches administratives, notre façon de consommer, notre façon de payer, et de plus en plus la façon dont les systèmes et les machines qui nous entourent de fonctionner. Cette transition numérique nous permet également de changer notre façon de prédire le futur ou d'analyser des situations complexes grâce au big data analytique et à l'intelligence artificielle. Et également, elle nous permet de sécuriser nos transactions grâce à la blockchain. Alors, je ne vais pas juger ici si c'est bien ou si c'est mal, hein, mais le fait est que les bénéfices perçus a priori sont tels qu'il y a une adoption massive de ces usages dans toutes les géographies, riches ou pauvres, et dans tous les secteurs de l'économie. Et cette adoption massive attire des investissements nécessaires à son développement exponentiel. Cette montée en puissance, elle se traduit par une croissance hallucinante des données. Des données d'une grande diversité, qu'elles soient structurées ou non structurées, mais aussi d'une multiplication des équipements pour accéder à ces données, telles que les PC, les tablettes, les smartphones, et qui permettent, où que l'on soit, et à tout moment, d'accéder à ces données et le plus rapidement possible. Pour y accéder, ces équipements ont également besoin d'une infrastructure de connectivité, d'accord, qui est assurée par des réseaux de fibre optique et par une boucle locale ou le dernier kilomètre, si vous voulez, qui sont des technologies comme la 3G, la 4G, la 5G, la 6G demain, le Wi-Fi, etc. Et aussi d'équipements actifs de routage, de réseau, et des serveurs pour traiter ces données qui sont en général concentrés, eux, dans les centres de données ou data centers. Alors, sans vous inonder de chiffres, pour vous donner une idée de la croissance de ces données, tous les 2 ans, nous créons autant de données que depuis que le monde a été créé. Voilà. C'est-à-dire que depuis 90% des données qui sont stockées aujourd'hui ont été créées depuis 2018. Donc c'est extrêmement récent. D'accord ? Et aujourd'hui, on a 40 zettabytes de données qui sont stockées et qui sont prévues d'être en 2025 175 zettabytes. Ça veut dire que ça va encore se multiplier par 4,5 dans l'espace des 5 ans qui viennent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un zettabyte ? C'est 1 million de milliards de mégabytes. Un mégabyte, ça vous dit quelque chose, c'est grosso modo la taille d'un scan quand on fait un scan et qu'on l'envoie. Eh ben, c'est 1 million de milliards de mégabytes. Okay, et donc, ce qui est stocké aujourd'hui, c'est 40 millions de milliards de zettabytes et demain, 175 millions de milliards de zettabytes. Alors, ce boom de données, en lui-même, il est très virtuel, mais il a un impact énorme et massif sur les équipements des infrastructures dans le monde physique. Et c'est cette infrastructure dans le monde physique qui a une empreinte carbone. Donc, si on essaye de voir un peu quels sont les éléments de cette infrastructure physique,
on la divise en 3 parties. La première partie, la couche du bas sur cette pyramide, ce sont les équipements personnels ou les objets connectés qui permettent d'accéder à ces données ou qui génèrent ces données et qui se chiffrent, eux, en milliards d'équipements. D'accord ? Ensuite, vous avez une couche qui sont les équipements du dernier kilomètre, les équipements réseau, les antennes, etc., qui, eux, se chiffrent en millions d'équipements. Et puis, vous avez des data centers, des centres de données, qui, eux, se chiffrent en milliers d'équipements. Donc, pour vous donner une idée. Si on commence par les utilisateurs, sur 7,2 milliards d'êtres humains, il y en a 4,5 milliards qui sont connectés. D'accord ? Ils sont équipés en moyenne chacun de 8 équipements. Alors, ça peut être un smartphone, 2 smartphones, un mobile, un PC, une tablette, mais aussi un frigo, une télé connectée, un système de sécurité, une voiture connectée, un vélo connecté, etc. etc. D'accord ? Donc, vous avez à peu près 3,5 milliards de smartphones sur la planète. Vous avez 3,5 milliards de téléphones non smart, hein, qui n'ont pas de grand écran, etc. Vous avez 3 milliards de PC et de tablettes, donc tout ça, ça fait à peu près 10 milliards d'équipements. Et puis, vous avez, en 2020, à peu près 20 milliards d'objets qui ne sont pas ceux que je viens de citer, mais qui sont connectés. D'accord ? Donc, ça fait un total d'une trentaine de milliards d'équipements pour que les personnes puissent utiliser les services de la transition numérique. Ces équipements représentent les 2 tiers, grosso modo, de l'empreinte carbone de l'ensemble du système. Puis vous avez les réseaux, alors ils sont principalement constitués des équipements d'antennes 2G, 3G, 4G, etc. Vous avez à peu près 210 millions d'antennes 2G, 3G, 4G, 5G dans le monde. Vous avez à peu près 1 milliard, un peu plus d'1 milliard de box ADSL et box optiques qui sont là aussi pour se connecter au dernier kilomètre. Et vous avez à peu près aussi 200 millions d'équipements actifs de réseau, WAN, LAN, des routeurs, qui sont souvent dans les centres de données eux-mêmes. Et puis vous avez les centres de données qui, eux, concentrent 67 millions de serveurs dans 500 000 centres de données, 500 000 data centers. Donc, ça fait une moyenne de 134 serveurs par data center. Mais en fait, dans la réalité, vous avez énormément de tout petits data centers, à peu près 490 000 tout petits data centers. Et puis, vous avez 10 000 data centers qui sont extrêmement importants, qui sont soit en colocation, soit pour faire du cloud computing, et qui concentrent à peu près 50 millions des serveurs sur la planète. Alors, si on regarde l'empreinte carbone de cet ensemble, vous avez, si je vous montre la slide suivante, vous avez grosso modo une consommation d'énergie primaire qui représente 4,2% de la consommation mondiale d'énergie primaire. Et absolument, c'est principalement fabriquer ces équipements. Vous avez ensuite des émissions de gaz à effet de serre qui représentent 3,8% des émissions à effet de serre de notre monde, de la planète, principalement sur la fabrication, mais un peu aussi sur le cycle de vie des équipements dans leur consommation électrique. Vous avez 0,2% de la consommation d'eau qui est un peu dans la fabrication, mais surtout dans le refroidissement des centres de données, et puis 5,5% de la consommation d'électricité de la planète. D'accord ? Mais si on regarde un peu plus dans le détail par différents secteurs, les utilisateurs, les réseaux et les centres de données, on se rend compte que les 3/4 des ressources de la planète utilisées par ce système sont utilisées par les équipements personnels, c'est-à-dire votre téléphone que vous avez en main, Eric, les tablettes, les smartphones, etc., etc. Donc, devant la croissance exponentielle de ces données, puisqu'elles vont encore continuer à augmenter dans les années qui viennent, c'est important de se projeter un petit peu, de savoir dans le futur, savoir ce qui va se passer. Et si on essaye de regarder ce qui va se passer, ben, vous avez d'abord une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, c'est que les équipements personnels sont en forte augmentation. Alors, pas tellement les tablettes, les PC, qui sont juste des processus de renouvellement pour avoir le smartphone dernier cri, etc. Mais on se rend compte que les 20 milliards d'objets connectés qui ne sont pas smartphones, PC, tablettes qu'on a en 2020
seront 50 milliards en 2025. Dans l'espace de 5 ans, ça va être multiplié par 2,5. Et donc, ça va faire énormément de consommation en énergie primaire et en gaz à effet de serre, ne serait-ce que pour les fabriquer. Pas tellement en utilisation, mais pour les fabriquer. Et il serait intelligent de commencer à réfléchir à une innovation frugale pour ces objets connectés, de façon à utiliser non pas des matériaux rares, onéreux et sophistiqués et difficilement recyclables, mais plutôt des matériaux qui soient courants, faciles à trouver, faciles à recycler. Et par exemple, au lieu de prendre des batteries au lithium, d'essayer de trouver des batteries au sodium, parce que le sel, ça se trouve partout et c'est facilement recyclable. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles, et si on regarde une des bonnes nouvelles, c'est que les centres de données et les réseaux sont, eux, de plus en plus efficaces. C'est-à-dire qu'on se rend compte que vous avez sur la courbe que vous voyez sur l'écran, le flux des données a été multiplié par 12 depuis 10 ans, que le traitement de ces données, c'est-à-dire l'activité des processeurs sur ces données a été multiplié par 7 ou 8 depuis 10 ans, mais malgré cela, la consommation énergétique des centres de données et des réseaux est restée stable depuis 10 ans. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que très très vite, cette industrie de l'Internet s'est orientée vers une économie de partage. Il y a 10 ans, la plupart des data centers étaient, chaque entreprise avait son propre data center. La colocation des data centers ne représentait que 15% du marché. 10 ans après, la colocation des data centers représente 65% du marché. Donc on est rentré dans une économie de partage. Ce qui a encore renforcé cette économie de partage, c'est le cloud computing, puisque là, quand vous êtes en colocation, c'est comme un hôtel pour des serveurs informatiques. Donc vous êtes propriétaire de vos serveurs, mais vous louez un hôtel pour les mettre dans des espaces sécurisés. Quand vous êtes en cloud computing, vous n'êtes même plus propriétaire de vos serveurs, mais vous louez du temps machine, donc vous allez encore plus dans une économie de partage. Et donc, ça a été le premier impact. Deuxième impact, ça a été la virtualisation des serveurs. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, vous aviez une application, un serveur physique, une autre application, un autre serveur physique. Et quand on a commencé à concevoir des architectures de serveurs virtuels, eh bien, vous avez toujours cette architecture d'application qui était une application, un serveur, mais un serveur virtuel cette fois. Et sur un serveur physique, vous pouviez mettre une dizaine de serveurs virtuels, puisque l'application n'est pas toujours active, mais le serveur physique, lui, il était toujours actif pour pouvoir démarrer quand il fallait, et il consommait de l'énergie. Donc cette virtualisation a permis de faire d'énormes gains d'efficacité énergétique, facilement divisé par 5 la consommation énergétique des serveurs par rapport à une application pour un serveur physique. Alors cette virtualisation, elle est pratiquement terminée maintenant, elle est aux 2 tiers de son déploiement, il reste encore quelques-uns, il y aura des applications qui ne sont pas virtualisables, mais ça a eu un impact extrêmement important pour aider cette courbe à rester stable. Il y a aussi de l'efficacité énergétique qui a beaucoup été travaillée, notamment sur les refroidissements de ces data centers qui consommaient grosso modo plus de la moitié de la consommation des centres de données, c'était le refroidissement, et il y a eu énormément d'avancées pour arriver à rendre ce refroidissement beaucoup plus efficace en termes d'énergie, avec des technologies de free cooling ou des technologies de containment d'air chaud, séparer les flux d'air chaud et d'air froid. C'est quelque chose qui est très important pour réussir de l'efficacité énergétique dans les data centers. Et on a constaté depuis 10 ans une amélioration constante du PUE. Alors qu'est-ce que c'est que le PUE? L'industrie du data center a été une des premières industries au monde à se doter d'un ratio d'efficacité énergétique. Donc grosso modo, le PUE, c'est la totalité de la consommation énergétique d'un data center, que ce soit les équipements informatiques, le refroidissement, les lumières dans le data center, les bureaux, les services de sécurité, etc., divisé par la consommation d'énergie des équipements informatiques seuls. Et en 2012, on avait un PUE moyen dans le monde en 2010 de 2,2, c'est-à-dire qu'il fallait 2,2 kW en moyenne pour faire fonctionner 1 kW d'équipement informatique. Et aujourd'hui,
la moyenne 10 ans après de ce PIE est d'1,54. Donc il faut 1,54 kW pour faire marcher 1 kW d'équipement informatique. Donc on a eu un gain là de 30%. Et puis il y a eu un certain nombre depuis 10 ans de procédés, de process vertueux, on va dire. Le plus intéressant est sans doute celui qu'a lancé la communauté européenne, qui a dit, bon ben, soit vous rentrez dans un processus vertueux volontairement, messieurs les opérateurs de data center, soit on va faire des réglementations et on va vous forcer à rentrer. Donc la plupart des opérateurs sont rentrés dans ce cercle vertueux, qui est en fait le Code of Conduct des Data Center Code of Conduct de la communauté européenne, que la communauté européenne d'ailleurs commence à exporter dans d'autres régions du monde, et qui consiste pas à dire bah, vous avez un mauvais data center, c'est pas bien, ou vous avez un bon, c'est bien, etc. Ils disent pas de bon ou de mauvais points. Ils disent regardez à un instant T l'efficacité énergétique de votre data center. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des réalités. Et mettez en place un plan pour améliorer dans l'année et sur 3 ans l'efficacité énergétique de votre data center. Et puis, à l'issue de cette période d'1 an, on va regarder les effets réels de cette implémentation et on va refaire un plan pour l'année suivante de façon à avoir une amélioration permanente de l'efficacité énergétique des data centers. Et ça a eu un impact aussi extrêmement important. Et en plus, c'était largement appliqué aussi parce que moins vous consommez d'énergie, plus les profits des opérateurs de data centers se portent bien. Parce que la facture d'électricité rentre pratiquement pour la moitié du capital qu'il faut pour construire un data center. Hein. Donc, c'est extrêmement important là-dessus. Et puis, vous avez eu des initiatives de réutilisation de chaleur dans les réseaux de chaleur. Quand vous refroidissez un data center, en fait, vous extrayez la chaleur du data center, et donc vous pouvez la mettre dans des réseaux de chaleur et vous pouvez chauffer des habitats ou des équipements collectifs autour du data center, que ce soit des piscines, des habitations, etc. Et enfin, une dernière chose, c'est que dans les pays où vous avez des réseaux électriques qui sont de mauvaise qualité, donc principalement l'Afrique par exemple, ou l'Inde, ou encore les États-Unis, qui ont un réseau de très mauvaise qualité, eh bien, il y a eu beaucoup d'initiatives pour se doter de mini-grids, c'est-à-dire d'énergie distribuée, où vous avez sur le site du data center la capacité de générer, et la plupart du temps c'est avec du renouvelable, de générer l'énergie en dehors, déconnectée du réseau, et de fournir le réseau, et de réguler tout ça, etc. Et donc vous avez de plus en plus de génération renouvelable sur le site du data center. Et en Afrique, où la situation des réseaux est particulièrement difficile, la plupart des data centers sont bardés de panneaux solaires partout, vous avez des fermes à côté, etc. Alors, voilà, j'ai essayé d'expliquer toute l'empreinte négative de cette transition numérique, et on le voit que ça se passe plutôt bien pour les centres de données et les réseaux, puisqu'il y a une stabilité malgré le flux des données, mais par contre la croissance des équipements personnels et la croissance des objets connectés va poser sans doute un problème en termes de fabrication, d'impact dans la fabrication de ces équipements. Et puis peut-être de l'utilisation, c'est la première question qui nous revient, comment sensibiliser les individus et les inciter à limiter leur consommation pour limiter l'impact écologique finalement. Est-ce que c'est possible déjà? Oui, c'est concevable? Mais c'est vraiment dans les équipements, c'est vraiment la fabrication de ces équipements qui a un vrai impact. Donc c'est pas tellement leur utilisation, c'est vraiment la fabrication. Puisque dans l'utilisation, ils vont utiliser les centres de données et les réseaux qui, eux, sont plutôt efficaces en termes énergétiques. Mais ceci dit, il faut aussi noter que vous avez des tas d'aspects positifs sur cette transition énergétique. C'est-à-dire que vous êtes en train de changer des usages, de remplacer des usages qui étaient eux-mêmes extrêmement consommateurs et émetteurs de gaz à effet de serre, etc., et consommateurs d'énergie, par des processus qui sont
moins consommateur d'énergie, hein, que ce soit vous voyagez moins parce que vous faites des visioconférences, donc moins de kérosène d'avion, vous ne pressez pas des DVD et des CD parce que vous téléchargez de la musique, donc c'est énormément de transport et d'impression. Et puis, tous vos mails, imaginez tous ces mails en courrier imprimé, envoyés par la poste, avec des voitures qui les transportent, etc. Tout ça, ça a des impacts extrêmement positifs. Alors, il y a quand même le digital dans la presse, je le vois depuis quelques mois, même 1 ou 2 ans, commence à être montré du doigt comme le grand pollueur. Donc, je voudrais quand même remettre un peu quelques idées, remettre un peu l'église au milieu du village. Il faut visionner 33 heures de vidéos YouTube pour émettre autant de CO2 qu'un SUV sur 1 km. Voilà. Donc, 33 heures. Eric, je suis sûr que vous faites ça avec 4 téléphones en une demi-journée. Mais vous allez consommer. C'est comme si vous preniez votre voiture pendant 1 km, votre SUV pendant 1 km. Il faut 60 000 mails, envoyer 60 000 mails pour faire un aller-retour Paris-Marseille en équivalent CO2. D'accord? Donc, ça. Je vois des gros titres dans les journaux, c'est avec des comparaisons alarmantes. Le streaming vidéo, qui représente 75% du trafic Internet. Alerte, le streaming vidéo consomme autant d'énergie dans le monde que l'ensemble de l'Espagne. Donc on peut se dire, ça peut paraître énorme. Dramatique. Oui, sauf que l'Espagne, c'est 2% du PIB de la planète, 2% de la production richesse de la planète. L'économie numérique, c'est 15,5%. En 2018, c'était 15,5% du PIB, de la production de richesse de la planète. Donc, si on prend un peu la démarche inverse, on se rend compte 7 fois moins, quoi. Voilà, que l'économie, la production de richesse amenée par l'économie numérique est 7 fois plus efficace en énergie que toute l'Espagne, avec son mix énergétique, son industrie, etc. etc. Donc, juste pour remettre un petit peu. Donc, l'économie numérique, elle représente aujourd'hui la taille de la deuxième puissance mondiale, qui est la Chine. Hein, c'est 13 500 milliards de dollars. Donc, juste pour remettre un peu les choses et bien comprendre les impacts. Alors, ces impacts de la dématérialisation, ils sont d'un côté des impacts qualitatifs, on l'a vu dans les accès à l'association dans la présentation précédente, on l'a vu dans les problématiques de traçabilité, dans les problématiques d'accès à la connaissance ou à des services pour des gens qui n'avaient pas du tout cet accès. Je pense aux Indiens, aux Africains, aux Brésiliens, etc., dans les pays en développement. Donc, il y a des aspects qualitatifs qui sont difficilement chiffrables. Il y a des aspects purement quantitatifs, hein, combien de tonnes de papier on évite en faisant des mails, etc. Et c'est difficile d'arriver à quantifier tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la courbe suivante. Vous avez ici, depuis 1975, la production de richesse par capita, le PIB par capita, qui est cette courbe rose qui monte en flèche, donc qui est intéressante. Vous avez en plus la courbe en bleu nuit, qui est la courbe de la croissance démographique de la planète. Et puis, en bleu ciel, vous avez la consommation énergétique, la courbe de la consommation énergétique de la planète, en regard de ces croissances, et puis l'empreinte carbone qui, elle, décroît doucement. D'accord ? Donc, on voit bien que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on arrive à créer plus de richesses sans consommer plus d'énergie. Et franchement, ça, c'est l'impact de la dématérialisation de l'économie et c'est l'impact de la transition numérique et digitale. C'est extrêmement rassurant. C'est plutôt rassurant. Mais la vraie question est, est-ce qu'il faut laisser les gens devenir plus riches et laisser la courbe de l'empreinte carbone continuer à diminuer tout doucement, comme on le voit ici, ou est-ce qu'il faut essayer de restreindre la richesse et de croître moins et avoir cette empreinte carbone qui diminue beaucoup plus rapidement. Donc ça, je laisse la question à nos chers politiques et économistes, etc., qui ont certainement des grands avis. Mais pour moi, la question la plus criante, c'est plutôt entre la richesse des pays riches, des pays matures, et l'inéquité par rapport aux pays en voie de développement. Et on va le voir, l'impact sur les pays de développement de cette transition numérique est énorme. Elle est énorme si on regarde
rapidement le score digital, le score numérique des différents pays de la planète. Vous avez des petits codes couleurs sur la partie géographique et on voit les scores sur la partie en dessous. Donc vous avez tous les pays matures, quelques pays asiatiques comme la Corée, Tokyo, Hong Kong, les pays d'Europe du Nord et les pays d'Amérique du Nord qui sont tous à droite sur ce score. Ils ont des très bons scores de digitalisation. Et puis, au milieu, vous avez un peu le sud-est asiatique, la Chine et l'Amérique du Sud, en vert-jaune, qui sont en train de suivre la même courbe. Et vous avez, à gauche, beaucoup plus bas, les scores africains, on voit en orange, principalement orange, qui sont certes pas du tout au niveau des pays matures, mais ils sont sur la carte. Ils sont là. Et ils sont là parce qu'ils voient cette transition chance extraordinaire. Il faut savoir que l'Afrique comptera près et quelle que soit la population de la planète à la fin du siècle, ce sera la moitié de la planète. Donc il y a une démographie extrêmement importante et des gens qui veulent avoir accès à des services, avoir accès à des choses extrêmement rapidement, que plus de 50% de la population africaine aujourd'hui est millénium, c'est-à-dire à moins de 20 ans. C'est-à-dire, si ceux qui nous écoutent ont plus de 20 ans aujourd'hui, en Afrique, ils font partie des vieux. D'accord? Donc la plupart des étudiants d'EPF font partie des vieux en Afrique, juste pour préciser les choses. Et donc, toute cette population, elle est née avec Internet. Elle est, comme on disent les Anglais, elle est digital native. Elle est née avec le numérique et donc elle adapte les usages, elle adopte les usages extrêmement rapidement. Et ce qu'on voit, c'est une innovation galopante en Afrique sur les usages. Et contrairement à des applications extrêmement sophistiquées faites pour les pays matures, ces innovateurs se concentrent sur les besoins basiques des Africains. Hein, par exemple, vous avez beaucoup de monnaies mobile, de monnaie avec le téléphone, parce que le taux de bancarisation est extrêmement faible. Donc, c'est une façon très rapide de passer à des échanges monétaires, etc. Mais vous avez des applications de santé, vous avez des applications d'accès à la connaissance, vous avez des applications d'assurance, vous pouvez prendre une assurance avec des SMS en Afrique, vous avez la possibilité d'avoir des rappels pour les mères des dates de vaccination de leurs enfants par des SMS tout simples sur des téléphones 2G. Donc énormément de choses qui permettent de rendre des services auxquels cette population n'avait absolument pas accès auparavant. Et donc, oui. C'est extrêmement intéressant. Ce point de vue, finalement, rejoint le point de vue de la solidarité. Et je pense que ça peut être une belle conclusion, finalement, pour... Tout à fait. Et si vous rajoutez en plus la question de la souveraineté des données, bien sûr, parce que les Africains ont vite compris que si toutes leurs données étaient hébergées en Europe ou aux États-Unis ou en Chine, etc., eh bien, ils n'auraient pas la maîtrise de ces données. Donc, ils ont besoin de cette souveraineté pour éviter de passer dans un mode néocolonial sur le monde de la transition numérique. Donc là, ils ont bien fait attention. Donc, pour cette raison et pour des raisons de temps de latence, c'est-à-dire de performance de leur écosystème numérique, ils se lancent dans de la connectivité. Beaucoup de projets de fibre optique sont en train de se réaliser. Beaucoup de projets data center en Afrique sont en train de se réaliser pour faire ça. Donc, en conclusion, moi, je vous dirais, Eric, que la transition numérique et l'application d'une nouvelle technologie, elle impacte très fortement et très rapidement les acteurs, tous les acteurs économiques. Hein. Et comme toute transition, elle apporte des bénéfices et elle comporte des inconvénients, c'est clair. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, elle permet de décorréler la production de richesse avec la consommation d'énergie. Et ça n'était jamais arrivé avant. Et elle permet aux pays en voie de développement de faire du leapfrogging, c'est-à-dire de sauter toutes les étapes d'un seul coup. Et aujourd'hui, ils rentrent dans la bataille presque à armes égales sur la transition numérique, à armes égales avec les pays matures. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour ces belles perspectives et puis cette remise, je dirais, en clarté de toute cette transition avec toutes ses conséquences. Merci beaucoup. Merci, Eric.